m'appelle Rodrigo de la Vega, je suis d'origine palombienne. Et je vais vous chanter Zoom avec moi de Claudio Francesco. Zoom, zoom avec moi. Ce mois-ci, on vous parlera de films qui ne sont plus à l'affiche. C'est bien sûr Savage, un film de drogue et d'amour. Ensuite, on a Ted l'ourson. On commence après avec Star 80. Pour finir avec les copains à New York. Zoom, zoom avec moi. Ah ben voilà. C'est encore un croquignol qui vient de passer dans les casseroles. Oui, voilà. Non, je pense qu'il n'a pas sa place au pavillon Bastard. Mais bon... Suivant. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, je m'appelle Jean-Pierre, je suis proctologue à Amiens. Et je vais vous faire le mot du gars des cabines. Voilà. De qui? De Colin. D'accord. Très bien, on t'écoute. Bonne chance avec cette chanson. Qu'est-ce qui présente le mot du gars des cabines? C'est Colin. Tintin, Tintin. Qu'est-ce qui présente Colin ce mois-ci? L'attaque des tomates-tueuses. C'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est l'attaque des tomates tueuses. Qu'est-ce qui fait Colin avec les tomates? Je m'arrête. Je pense que ça va. Je pense qu'on est tous d'accord là encore. Ouais. Non! Très bien, donc c'est un oui. C'est un oui. Autant pour moi, je comprends plus trop le monkey. Pour moi, non, pas rock'n'roll quoi. Pas rock'n'roll. Ah non, mais tu es trop rock'n'roll. Je trouve que tu as une sensibilité cosmique post-néo-Andertal qui pourrait être intéressante, mais je pense que ton manque de lucidité fait que malheureusement, un peu non, pour moi c'est non. Ben moi Et toi, Père Noël? Je pense que tu pourrais être un bon lutin, vu ta petite taille. Mais piètre chanteur, tu t'appelles Arnold. C'est vrai, non, je te voyais bien celle-là. Désolé. À bientôt. Suivant. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Kevin. Ma spécialité, c'est plus hard rock, metal, background, un peu tout ce qui est underground et puissant, quoi. Sludge, Octopus, tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais chanter la rubrique Blu-ray. Très bien, on t'écoute. Vincent présentera. Rémi fera Indiana Jones. Gilles, quant à lui, fera Amazing Spider-Man. Ce sera en 3D. De la putain de 3D. Voilà. Ouais, c'est bien, j'aime bien moi personnellement. Ouais, je trouve que... Philippe? Pas terrible quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Hubert Reeves? Moi j'aime beaucoup, j'aime en fait le teint de sa voix me rappelle un peu Philippe Nougaro. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il manque un petit peu de coffre. Je pense qu'il gagnerait peut-être un petit peu dans la gestuelle. Je trouve que l'interprétation n'était pas. Qu'en pensez-vous? Non, non, on est bien d'accord. Donc un non. Ouais, alors pour moi je vais dire c'est non, t'as vu comme il est sapé? Moi je trouve qu'à Capella on n'entendait pas assez la guitare, c'est dommage. Donc je dirais non moi aussi, toi? Bah je vais dire un oui parce que bon voilà, il y a quand même voilà pour pas avoir 4 noms parce que ça c'est un petit peu méchant donc je donne un oui même si ça sert à rien que tu dégages quand même. On ne retrouvera pas au pavillon bâtard. Tout à fait. Ah non mais ça c'est fini ça. Il est pas rock'n'roll. Suivant. Non, il était sympathique. Oui. Alors voilà, je m'appelle Gérard
Je suis chasseur de hérissons à mi-temps. En fait, après, je suis infirmier dentiste, mais bon, c'est voilà. Aujourd'hui, je suis venu pour vous chanter une petite chanson. Ça s'appelle Le Devoir du Mois. Et voilà, donc bon, vous allez voir, j'ai un petit peu brodé autour. Hein, et voilà. 1, 2, 3, 4. C'est le devoir du mois. C'est le devoir du mois. Ce mois-ci, c'est le devoir du mois. Ce mois-ci, le devoir du mois. Ce mois-ci, le Guépard, le film le plus long du monde. Oh, 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 oh. Voilà, je ne l'ai pas super bien fait, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je l'ai arrangé un peu, mais... Ouais, c'est pas mal. Bon, alors on va faire un petit tour de table. Bon, Pierrot. Écoute, Pierrot. alors, comment... C'est pas facile. Je dois avouer qu'il y a quelque chose. Il y a une espèce d'harmonie. Mais... Non, enfin... Ouais, je vais dire oui, ouais. Logique. Ah, moi je dis oui, il est rock'n'roll. Et rock'n'roll. Ouais, en plus il a une voix super. Monkey Blues. T'as un peu le menton un peu abîmé. Hein. Faudra que... Ça fond de lécher. Ouais, voilà. Ouais, très bien, très bien. T'avais la famille inférieure, tant pour moi. Comment t'arrives à te mettre la main dans la bouche par en dessous? Non, moi ça va, hein, je trouve que c'est bien. Très bien. Quelle esthète. Pour la rétrospective. Allez, Danny salut Corley. Ah, Ryan Reynolds! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn. Salut. Le 18. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va? Et toi la forme? Ça va, ça va. À 5h du matin là? Voilà, on est content. Donc aujourd'hui dans le Zoom, on va vous parler de 4 films. On va vous parler de Savage, c'est sorti le 26 septembre, présenté par Rémi. Je vais vous parler de Ted, sorti le 10 octobre. Arnold va vous parler de Star 80. Et Vincent va vous parler de New York, qui sort le 7 novembre. Et Star 80 sort le 24 octobre. Sorti le 24 octobre. Alors normalement, on a déjà tourné un Zoom pour ce Popcorn 18. Mais un souci technique vraiment déplorable, on a pris la foudre. On a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et donc on a fait toute une partie de l'émission comme des glands devant une caméra éteinte. Un truc que vous ne verrez Jamais, mais hein. c'était grandiose. Hein. Ah, c'était bien, c'était le Ouais. meilleur. Je crois que c'était le meilleur. meilleur Ouais, c'est popcorn dommage. qu'on ait Ça n'a jamais jamais tourné. été aussi drôle. C'est clair. Et on devait vous présenter, donc à la base, Arnold, tu devais présenter quel film? Reality. Reality. Tu lui as mis combien? Alors tu lui as mis combien? Une claque. J'avais mis 7. 7 sur 10. Toi Vincent? Moi je devais présenter Taken 2, oui, auquel c'est j'avais mis 6. Voilà, pas plus. Moi je devais présenter God Bless America, pardon, et auquel j'avais mis 7 il me semble. C'était dit. Je me souviens plus trop. On a même oublié. Et Rémi devait nous présenter Il rempile. Savage, Il rempile. mais il rempile parce que Voilà. il a beaucoup aimé. Parce qu'on aime ça, quoi. Et Défend le il film. tenait absolument à vous en parler. Just because I'm telling you this story doesn't mean I'm alive at the end of it. It's that kind of a story. Every successful business has an origin. Ben went to Berkeley and double majored in business and botany. It's the best cannabis in the world. He takes 99% of the violence out of the business. The other 1%, well, that's where Tron comes in. You guys, you have a clean business. But now the cartels are moving north. They want a Ben and Tron section in aisle 3. I love you guys. It's the 3 of us now. And yes, I'm with both of them. Donc, je vais vous parler de Savages, sorti le 26 septembre. Ça fait un bail, normalement. Ça fait un bail. Il est bientôt sorti en Blu-ray. Vous l'avez en VOD. Donc, c'est une adaptation du best-seller de Don Winslow. Ah ouais. Ah, Tout à fait. putain, tu connais bien ton sujet. Tu as vu ça? Alors, il est classé dans thriller drame. Donc bon,
Voilà. Donc d'Oliver Stone, réalisé par Oliver Stone. T'avais de l'info, là. Petit tour de table. Oliver Stone, qu'est-ce qu'il a fait? Platoon. Bien. JFK, Ouais. Oh merde. W. Salvador, Ouais. Dali. Pardon, excusez-moi. Enfin, Salvador, oui, il l'a fait. Ben, L'enfer avait du Clinton. dimanche. Alexandre. L'enfer du dimanche. Alexandre, Alexandre ouais, le Gland, exact, ouais. Wall Street. Le truc sur le ouais. 911. Wall Street, le Wall Street. 9 septembre. World Trade World Center. Trade Center, ouais. Yeah, il a fait pas mal de trucs. Il a fait Et pas mal de Truc assez merde. engagé. Et il a 66 ans. Et né tueur à 4 juillet. D'accord. Tueur né. Tueur né. Tué Il un a 4 juillet. 66 ans. Il a Il 66. est né un 4 juillet. Et c'est le scénariste de Scarface. Ouais. Exactement. Donc c'est un film qui est interdit au moins de 12 ans. Ça déjà pour moi c'était un plus, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de violence familiale un petit peu au cinéma. Et du coup voir un truc un petit peu plus couillu, la bande-annonce m'avait bien donné envie. Donc c'est avec Taylor Kitsch, qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Avec aussi Aaron Taylor Johnson, qui joue le rôle de Ben, Blake Lively, qu'on a pu voir dans Les Frères Scott, il me semble. C'est pas Gossip? Moi, je l'ai pas vu. Ou dans Gossip Girl, là? Ah, c'est peut-être dans Gossip, ouais. Girl. Je faudrait que je demande à ma Parce que femme. Gossip, ouais. c'est des chansons. Avec Benicio del Toro. Dans Avec Gossip Girl une aussi. magnifique coupe et une belle moustache. Ah. Salma Hayek, Showing. John Travolta, Emile Hirsch qui joue un petit rôle bien sympathique. Ah, il est Ouais, il y a Emile Hirsch, ouais. Du coup, de quoi ça s'agit? Le synopsis, donc ça se passe à Laguna Beach, Californie. Yeah. Ben, botaniste, hippie humaniste, Sean, ancien Navy Seals violent et froid, et la belle O partagent tout. Mais quand je dis tout, Tout sur la zizi. Donc quoi. c'est un trio. Même le dessert. même le dessert. Voilà, ils partagent tout. Ben et Sean sont à la tête d'un business florissant. Ils produisent en effet et distribuent le meilleur cannabis du monde. Of the world. Of the world. The best of the Of best the best of the United States. of the world. À tel point que leur petite organisation attire l'attention du cartel de Baja. Donc du bas. Voilà. Faut diviser. Pour les contraindre à coopérer, à faire affaire avec eux, ils kidnappent la belle O. Oh. Avant de Et là, ils commencer sont les pas pourparlers, moi j'ai une idée les gars. On va kidnapper quelqu'un. et après, on va discuter. J'ai trouvé que c'était très bien réalisé, par contre qu'il y avait vraiment une très belle photographie. Je suis pas un super grand fan D'Oliver. d'Oliver Stone, donc après je peux pas trop le comparer à d'autres trucs. Je sais pas si vous êtes un très grand fan des films d'Oliver Stone, peut-être que ça va pas vous plaire, peut-être que c'est trop léger, peut-être que si, que ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. On se laisse prendre en fait dans le truc, je trouve. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages aussi qui étaient un peu originaux, avec une moralité un petit peu. C'est pas très C'est pas blanc. cartésien, quoi. Pas- C'est vraiment, c'est un peu chelou, quoi. Le dealer un peu Tout est humaniste. flou, ouais, le dealer humaniste. Le dealer humaniste, c'était drôle, ça. J'ai bien aimé les personnages secondaires. Il y en a qui, enfin, je trouve que c'est assez sympathique, notamment Emile Hirsch qui est totalement Oui, en qui est bien. cycliste. Je sais pas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé fait aussi partie de la bande, ça, John Travolta C'est une espèce d'intermédiaire en fait. D'accord. et Benicio del Toro qui est juste. Ah ouais, enfin, c'est quand même le meilleur Ouais. personnage du Complètement, film, ouais. quoi, qui est le plus intéressant et le plus flippant et Ouais. le plus dégueulasse. Ah, il est quand même. Moi j'ai passé bien à aimé Memphis. quand même. C'est euh, un acteur. Ouais, c'est clair. comment il s'appelle ce compte Taylor Kirk. J'ai bien aimé lui quand même. Enfin, son côté un peu Navy Seals là au moment où ils font la petite opération et tout là. Ouais. Il classe un peu. Mais comme je disais la dernière fois, mais Comme vous l'avez pas vu. vous l'avez pas vu, j'ai trouvé, on disait que c'était un petit peu dommage que Ben, enfin moi je m'attendais avec la bande-annonce qu'il pète un peu plus un câble Oui, et qu'il voilà. devienne totalement, enfin qu'il sorte de ses gonds, parce qu'on voit au début du film qu'il y a un équilibre entre les deux. Il y en a un qui est un ancien Navy Seals, donc qui Bah, a l'habitude de tuer, qui est volant et tout, et l'autre qui est plus pacifiste et tout. Et moi, quand on voyait la bande-annonce, je pensais vraiment que l'autre allait devenir totalement barjot et allait buter tout le monde, quoi. Bah, Et c'est vrai que ça reste contenu, en fait. Ouais, le titre, il est trompeur, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'à Savage, en plus, avec la bande-annonce qui est condensée, qui pète bien, Ouais, on s'attend à avoir des sauvages, ouais, voilà. Ouais. à avoir des gars. Et moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Je pensais que c'était des gens qui étaient cool, zen, vendeurs de hashish. Marijuana. Et allez, marijuana, on est peace and love. Et puis d'un coup, on leur kidnappe leur nana. Et ben, les mecs, ils pètent un câble et ils deviennent vraiment des sauvages.
Oh, tout. si elle est pas mal, ça vaut le coup. Enfin, Oui, non, mais ça vaut le normal. coup. Non, mais c'était ce côté de l'escalade. Moi, je pensais qu'on allait avoir une escalade dans la sauvagerie, dans la violence, entre le cartel qui essaie d'être horrible pour les faire plier, et puis ainsi de suite. Et en fait, non, c'est vachement. Et en fait, le titre n'est pas du tout lié à ça. Il est lié au fait à ce que ce trio-là, les trois, avaient leur histoire et pensaient trouver leur histoire avec le trafic de drogue parce que c'était comme ça qu'ils se faisaient une place et tout, mais qui se rendaient compte qu'en fait, ils étaient pas faits pour un monde normal, c'est-à-dire un monde classique de consommation et tout ça, mais en même temps pas fait pour ce monde de comment ça s'appelle, de guerre et tout ça. Enfin, je veux dire, même l'ancien Navy Seals, tu sens qu'il est traumatisé par ce qu'il a fait et tout, donc il a ça dans le sang, mais en même temps c'est une espèce de démon. Tu sens que Ben, c'est pas du tout son truc au fur et à mesure du film, puisqu'il vrille pas finalement. Il vrille pas finalement. Elle en devient victime. Et en fait, les gars, je veux dire, voilà, quoi, et j'ai l'impression qu'en fait, il a essayé de donner en fait ce côté-là, de se dire, en fait, bon, nous, on est vraiment à part, on n'est pas adapté. Le fait que la définition de sauvage dans le dictionnaire serait non adapté à la civilisation, en fait. Et qu'en fait, ça partirait dans ce Il vient de sortir truc-là. une définition de dictionnaire, là, ou pas? Oui. Non, je crois. Non, mais c'est parce que c'est cité dans le film. Petit Robert, il y a le gros info. C'est cité dans le film. J'ai trouvé qu'il y avait un peu quelques longueurs et que l'intrigue était un petit peu simpliste, mais bon... Tu parles de popcorn? Ouais, en général, c'est un peu simpliste. On sait toujours comment ça finit, il y a souvent une bite. Du coup, en bref, je dirais que c'est sexy, c'est violent, c'est parfois poétique avec cette histoire de Savage là qui est utilisée un petit peu à contresens et tout. Et drôle, il y a des moments quand même où enfin, c'est un peu de l'humour noir, mais c'est plutôt sympathique. Et il y a plein de second rôles délirantes et de situations un petit peu cocasses. Il y a quand même pas mal de tension aussi. Le moment où il met le flingue dans la bouche, là, t'es un peu... Hein, c'est quand même pas mal fait, je trouve. Oui, non, mais il sait mettre la donc tension. ça fonctionne. Petite note, j'ai mis... Grosse note on sait plus. Et pourtant, il a fait la semaine dernière. Il y a 2 semaines. J'ai mis 7. 7. Vincent. Ouais, moi, je mettrais 6-7. 6-7. Ouais. Ah, pas loin du sapatoche. De ce genre de film, ouais. Qu'est-ce que tu mettrais quand même? Moi, je mets un 7. Un 7, un 7 non vu. Moi, je mettrais 6 non vu. You know how to pop lock? Pass it over. Take it back. You got it. Oh, God, I'm so sorry. No, I'm fine. I'm fine. I'm John. I'm Lori. I don't understand. I really don't. 35 years old and you're still scared of a little thunder. I am not. Thunder Buddies for life, right, Johnny? Fucking right. All right, come on, let's sing the thunder song. All right. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your Thunder Buddy and say these magic words. Fuck you, Thunder, you can suck my dick. You can't get me, Thunder, cause you're just God's farts. Ben moi, les gars, je vais vous parler de sauvage, Ted, au Ted. petit ourson. Non, t'es mignon. Et donc, c'est Ted sorti le 10 octobre. Avec Mark Wahlberg. Avec Mark Wahlberg et Mila Kunis. Très jolie. Elle est poilue. Ah, c'est pas lourd, ça? Non, c'est pas l'ours. Et c'est réalisé par Seth MacFarlane. Son nom est très sexuel à Mila Kunis. Ça fait Mila Kunis linguiste. En plus, elle a été, Et puis elle est très sexuelle comme personne. La sexy de l'année ou je sais pas quoi. Enfin, C'est d'origine ukrainienne. Mila Kunis est née le... Donc alors, Ted, c'est un ours. C'est un petit ourson. Ted Mosby. Mais avant ça, je vais vous raconter quand même le synopsis Ah, avant d'accord. qu'il arrive à... Parce qu'il y a une histoire. C'est l'histoire de John, un jeune garçon de 8 ans qui n'a pas d'amis et qui reçoit à Noël un ourson en peluche, qui est quand même balèze et tout par rapport à un enfant de 8 ans, et qui devient son meilleur ami. Un soir, il décide de faire un vœu, un peu Geppetto faisant le vœu que Pinocchio prenne vie. Il demande à la petite fée, avant de s'endormir, que Ted soit son vrai copain pour la vie, quoi. Et là, le lendemain matin, patatras, Ted est vivant. Il devient une star pendant des années, etc. Donc ça s'est très vite passé, c'est bien fait d'ailleurs. On montre, ouais, putain, c'est incroyable, il y a un ourson vivant et tout, et hop, on arrive directement aux 35 ans du gars. L'ours a toujours le même âge. L'ours fait toujours la même taille, mais sauf qu'il a mué, tu vois, quand il est gamin, il a une petite voix, ah, t'es mon ami, et à la fin, il a plus du tout la même voix, parce que en version il boit de française, l'alcool. voilà, C'est la voix de... Joe Star. Oh putain, merde. Donc, oh putain, merde, comme tu dis. Et donc, Pour un ourson, ça fait voilà, chelou. le film est vachement... Ben, c'est surtout... c'est un des mauvais points que j'ai donné. Très bien. Ouais, Carrément Ouais, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais.
J'ai trouvé ça. Il est comme ça, lui. Il est comme ça, lui, hein. Il pose bien sa voix, mais le fait qu'il soit connu, que ce soit Joe Star, ça m'a complètement, à chaque fois qu'il avait une petite intonation qui me rappelait une chanson ou quoi, ça me sortait. Fait divers. Ouais, on fait divers. Bref, donc ce film s'adresse non pas aux enfants. Parce que Arnold, pourtant, je pense énormément d'enfants, enfin de parents emmènent leurs enfants voir ce film. Voilà. Et c'est vrai que énormément de parents ressortent avant la fin. Il est montré comme un film pour enfants. Parce que c'est pas du tout pour les gosses. Peut-être que ça mériterait une interdiction, n'empêche. Je pense, parce que c'est assez osé. Bah, tu vois l'ours qui est en train de baiser une gonzesse derrière, qui fait semblant de se faire une éjaculation faciale avec du lait. Tu vois, tu te dis, ok. Ah, c'est assez. Ça envoie du pâté, qui se tape des bongs et tout. Marc, pourquoi cacher la vérité aux enfants? Tout à fait. Un jour, il faut bien qu'il apprenne. Il faut bien qu'ils comprennent que pour faire plaisir à maman, une petite éjac faciale, c'est toujours une attention. C'est bon pour le teint. Voilà. Donc, du coup, c'est mieux que d'acheter une centrale à vapeur. Même si tout le début avec une petite voix off qui raconte l'histoire. C'est le court-métrage au début pour les enfants. Pour les enfants, et encore que, parce que c'est très décalé, c'est très second, ou du second au 16e degré sur certains. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc les bons points, c'est les acteurs qui, même si je ne l'ai pas vu en VO, le jeu est très crédible. Les acteurs principaux et les seconds rôles sont vraiment très bons. Il y a des caméos pour vraiment, c'est même plus des seconds rôles, c'est juste des apparitions qui sont juste énormes, et notamment l'acteur qui fait Green Lantern. Du coup, c'est quoi? C'est du film de geek à mort, quoi, en fait. C'est connoté geek parce que tu as pas mal de références, mais c'est pas non plus que geek, c'est marrant. Non, mais au final, tu n'as pas parlé de. Enfin, il se passe quoi? C'est quoi l'intrigue? Ah oui. Ah bah l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue particulière, c'est juste la vie de ces deux gars qui arrivent à 35 ans. C'est le passage qui essaie de construire sa vie amoureuse. Voilà, c'est le passage adulte de Mark Wahlberg qui essaie de se séparer de son ourson avec qui il a toujours grandi et qui est sa part d'enfance, même si l'ourson est la part d'enfance débridée d'un adolescent post-pubère. Et en fait, c'est cette séparation-là qui est mise en avant dans le film parce qu'il doit faire un choix, entre guillemets, entre sa femme, celle qu'il aime depuis 4 ans, et son pote de toujours, Ted. Donc c'est comique. C'est comique, ouais. Oui, c'est essentiellement comique, ouais. Quelques notes dramatiques. Il brise des nids comme Mark Wahlberg? Non, par contre, il brise pas des nids, mais il défonce 2 gars d'un coup, dont un enfant. C'est très drôle. C'est très drôle. Non, il est vrai. Il faut voir il casse son image d'espèce de gros bras qu'il nous habituait à faire. Moi, c'était un gars que j'aimais pas trop, notamment dans La Planète des Singes, et qui, depuis ses derniers films, je trouve qu'il remonte un peu. Il remonte un peu dans mon estime. Very Bad Cop, qui est une comédie un peu naze et tout, il avait vraiment le côté décalé, et franchement, il était bien dedans. Il est un peu dans ce genre-là dedans, sauf qu'il a pas le côté justement gros bras. Il reste un gars normal. Moi, je l'aime bien. Dans Braquage à l'italienne, il est bien. Ouais, mais encore, ça, c'est, tu vois, c'est un peu. Dans Shooter, dans Fighter, etc. Tu vois, Fighter, il est très bon, il est excellent. Le rythme du film est vachement bien. Je me suis pas ennuyé un seul instant. T'as plein de références, donc comme on disait, geek avec Flash Gordon aussi, où il y a l'acteur de Flash Gordon. Est-ce que le réal, il a quelque chose à voir justement avec cette culture geek ou avec C'est le créateur des Griffins et je crois d'American Dad. En tout cas, c'est un des scénaristes d'American Dad. Et donc il a un univers. Il a à peu près nos âges, je pense. Entre 21 et 72 ans. Je te remercie, c'est gentil. Je te remercie aussi. Et donc, c'est un peu notre délire. Donc, si vous nous aimez, vous allez aimer Ted. Et donc, il y a un gros délire autour de Flash Gordon, qui est un peu l'héros d'enfance des 2 personnages, de Ted et de John, et qui apparaît comme ça. Donc, l'acteur devient le vrai Flash Gordon dedans. Enfin, c'est à voir. C'est parce qu'il y a un passage où ils se droguent tous. Enfin, c'est vraiment très drôle. Les mauvais points, parce qu'il y en a quand même. Au milieu de... L'éditorial, c'est la drogue, pour cet épisode-là. Non, c'est clair. C'est Very Bad Trip c'est pas Very Bad Trip, c'est plus des potes qui boivent des bières et qui fument des pétards et qui mettent des films et qui grandissent pas, qui jouent aux jeux vidéo. C'est un peu cette ambiance. Comme nous, quoi. C'est un peu ça, avec les potes en moins, maman. Et donc du coup, t'as Et les meufs aussi, parce que visiblement il parce qu'il se une sacrée bonasse. Mais sa rencontre avec la bonasse, John et sa copine, dont j'ai oublié le prénom dans le film, se racontent chacun leur vision de leur première rencontre. Et la vision de John est très drôle. Il est là habillé en marin comme ça, sur une espèce de YMCA ou un bon vieux disco. C'est avec des petites réalisations décalées dedans. C'est très décalé, quoi, tout simplement. Mark Wahlberg en rôle d'humour est sympa.
Ouais, bah, comme disait Vincent, dans Very Bad Cop, il était déjà bien, tu vois, il le joue sérieusement. Donc, mais il joue au premier degré. Donc, et comme il a quand même une tête de gland par moment, ça passe très bien. Ça. Non, mais c'est vrai. Il joue sa personne. Le scénario, donc voilà, il reste simple, mais il tient largement la route. Donc, tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Alors, il y a quand même des mauvais points, c'est la version française. Donc, je pense qu'il faut absolument le voir en VO. Et le deuxième truc, c'est que moi, je l'ai vu seul. Et on n'était pas nombreux dans la salle et en fait il n'y a personne qui rigolait, donc du coup ça m'a un peu retenu. Donc c'est vraiment à voir entre potes pour éclater de rire. Ah t'as vu mec. Voilà, ce genre de truc là. Et après le dernier mauvais point, c'est la fin qui essaye de jouer sur du sentimental et qui arrive pas vraiment. Alors c'est peut-être dû encore une fois à la voix de Joe Star quand t'as un peu le petit Ted qui vient de se faire défoncer. C'est un peu de l'humour à la frère Farelli, et la note je lui mets 8 sur 10. En attendant de le voir en VO, parce que je pense que je pourrais lui mettre un petit du lourd. Ah ouais. Nous vous avons suivi dans votre palais de la VHS, juste avant l'arrivée du DVD. Dans votre boutique Bebop, juste avant l'arrivée du GSM. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois? Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Les années 80. Donc moi je vais vous parler de la sortie du 24 octobre du film événement qui s'appelle Star 80. Ouh, ouais, le film par plus de 6 milliards d'acteurs. Plus d'acteurs que de spectateurs. Donc film de Frédéric Forestier et Thomas Langman. Attention, ça va faire un petit peu peur parce que c'est l'équipe de la réalisation du Astérix aux Jeux Olympiques. Jeux paralympiques, je dirais. Ouais, qui avait assez mal été vu, quoi. Enfin bon, comme un qui n'était pas un bon film. Qui n'était pas un bon film, voilà. Qui a mérité l'accueil qu'il a reçu. Voilà. Qui a reçu l'accueil qu'il méritait. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on se juge. Donc, on va vous faire l'histoire vite fait. Donc, c'est l'histoire de Vincent et Antoine. Donc, Vincent, c'est Richard Anconina. Oh merde. Ouais, je suis désolé, mon vieux. Antoine, c'est Patrick Timsit. Tu l'as échappé belle. Ouais, c'est vrai que... Et donc, c'est l'histoire de deux losers qui essaient depuis des années d'être des sosies. Ils tiennent une boîte qui s'appelle Allo Sosie. Ils font tout et n'importe quoi. Le film démarre par une belle séquence. Sosie de quoi, de je spoil, mais c'est assez sympa. Le film démarre très fort sur une séquence où ils sont en kiss dans une prison. Ils font une animation. Et, kiss habillés en kiss, ouais. Ils commencent à mettre l'iPod. Ils sont avec des grattes et ils sont en train de jouer, déguisés comme eux et tout. Et... ça démarre assez fort, et puis ensuite, c'est un four, ils sont en train ils cherchent une nouvelle idée, et au cours d'une soirée un petit peu arrosée, ils écoutent des vieux vinyles des années 80, et c'est là que va venir l'idée de tourner, de créer des tournées avec les stars des années 80. Donc bien sûr, au début, personne n'y croit. C'est que des ringards, des gens qui sont has-been et tout, et finalement, ils vont faire mousser le truc, et ça va marcher. Jusqu'à la fin du film qui, on le sait dès le départ, mais ça se finit au Stade de France avec... voilà. Donc pour la petite histoire, ça a été inspiré de faits réels, c'est-à-dire que c'est le créateur des soirées, des spectacles RFM Party 80, qui effectivement a galéré avant de mettre ces soirées-là, de pouvoir créer ce genre de choses et de les faire tourner. Ça a été des gros bides au début dans des salles des fêtes de petites villes, et après ça a vraiment moussé. Donc, le film raconte un peu toute cette entreprise. Là, pour l'instant, tu m'as vendu le truc. C'est vrai ? Ouais. Le film est hyper nostalgique. Ça, on peut pas le... dans le titre, déjà, ça donne. C'est la grande force du film. J'ai trouvé pas mal de défauts au film, notamment le rythme. C'est mou, en fait. Je m'attendais, Star 80, paillettes et tout, et que ça enchaîne. On peut être chanteur... Et on n'est pas forcément bon acteur, quoi. Alors il y en a vraiment un, pour moi c'est Jean-Pierre Madère, avec son bon accent toulousain. C'est vrai que ça fait bizarre, on le connaît plus. Alors, Jean-Pierre Madère qui a chanté Macumba. Une autre ? Non, la même, mais en chanson. Oh, Macumba. Du coup, je me suis bien marré sur toutes les séquences de chansons. Donc il y a une bonne séquence dans un resto à un moment donné où ils ont un peu le moral à zéro, et après leur première date, parce qu'il y avait 3 personnes en salle et finalement ils ont assuré le show, ils sont tous à table en train de bouffer, ça se passe pas bien, et finalement ils passent une méga soirée avec tout le resto qui est blindé en chantant toutes les chansons un peu a cappella. Ils jouent beaucoup de leur image. Alors il y a Jean-Luc Lahaye qui arrête pas Jean-Luc Lahaye, qu'est-ce qu'il a chanté ?
femme, je te dis les mots. C'est ça qui est génial, c'est que en fait tout le long du film, tu chantes ces chansons-là, quoi. Alors je me suis dit, est-ce que ça parle aux ados à l'heure actuelle? Et c'est là où je me suis dit, est-ce que le film a pas une cible finalement assez réduite? Trop restreinte. C'est-à-dire les gens nés après 90. C'est les 40 ans là qui vivent. En fait, la différence, c'est est-ce que pour j'ai pas encore 40 ans, mon vieux. 40-50 ans, quoi, tu vois, parce que nous on était vraiment jeunes, donc il y a un moi, côté franchement, j'ai où on aucun chante souvenir de qui pourrait. C'est vrai. Tenue de soirée. Putain, merde. C'est les tenues de soirée dans un film. C'est le film où Depardieu encule Michel Blanc. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas l'inverse. Non, mais c'est un groupe des années 90. Ah non, je pense pas. Toi, tu vois un caniche en train de taper un cheval, toi? Non, mais en tout cas, le film est super sympa. Vous avez Désirless aussi. Ah ouais, tu passes. Désirless, qu'est-ce qu'elle a chanté? Bah, Voyage. Non, chanter. Des fois, on est un peu dans le franchouillard quand même. Moi, jusqu'à ce qu'il y ait Sabrina qui arrive avec son Boys. Ça, je vous le fais pas, parce que je sais pas ce qu'ils font. Plastique extrêmement bien conservé. Plastique. Bertrand. Plastique. Non, on passe un bon moment, mais sans plus. Le film a un problème de rythme, a vraiment un problème de rythme. Il y a des fois, les acteurs, au niveau du montage, tu as l'impression tu vois bien qu'ils parlent à la caméra et pas sur une discussion, pas au mec derrière. Là, quoi. Le truc qui est sympa, c'est qu'on voit un peu pas l'envers du décor, mais ces stars qui font plus rien maintenant, si ce n'est que de vivre de leurs morceaux qui passent régulièrement. C'est pas plus mal, parce que s'ils faisaient des nouveaux albums, de toute façon, ils feraient des fours, quoi. Enfin voilà, j'ai passé un bon moment. Alors attention, il faut rester jusqu'à la fin de la fin. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Combien tu as mis? Moi 7. Sympatoche. Parce que je me suis bien marré, malgré les défauts techniques. Tu vas l'acheter en Blu-ray. Ça, c'est parce qu'il a 40 ans. Je vous dis alors, que dans si des vous avez boîtes de 45 ans comme Arnold, allez voir ce film. Il est de plus en plus vieux. Si vous êtes un peu ringard, que vous êtes... ça, je m'en fous. Ah oui, si, effets spéciaux pourris. Par contre. C'est clair. Il y a des effets spéciaux. La coupe de cheveux de Désirless. J'ai pas plus. Spécial. Et ben la fin du film se passe dans le Stade de France avec un énorme show. Et en fait, c'est comme dans les vieux jeux de foot où t'as tous les supporters. Franchement, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin du tout. FIFA 12, FIFA de 98. Théma le délit. Théma. Chambé, ça, c'est dans une série, ça. Ah, je connais ça, j'ai déjà vu ça. Obama. Start spreading the news. With Michael, Nabil and Gabriel, we are like sisters and brothers. Et on kiffe trop d'être là, quoi. Je t'aime ma fille, je t'aime. Mais c'est le meilleur cadeau du monde. C'est moi qui vais clôturer avec le Zoom avec New York, sorti le 7 novembre 2012. Donc le second film de Géraldine Nakache et Hervé Mimram qui avait fait tout ce qui brille. D'accord. Elle avait réalisé aussi? Oui, elle était co-réal dedans. Ils étaient dedans. Et donc c'est avec plus ou moins la même équipe, puisqu'on retrouve Leila Bekti, Géraldine Nakache et Manu Payet. On a Nader Boussandel, alors je ne connais pas sa filmo à ce gars-là, mais qui est pas mal. Et Baptiste Le Caplin, qu'on connaît dans la série Bref, en fait. Ok. Voilà. Il y a sa voix off avec lui ou... Non, il n'y a que lui. Mais il est bien dedans. Il est pas mal dedans. Oui, il est bien, ouais. Donc, le synopsis. Ça fait 2 ans que Michael, Nabil et Sylvain n'ont pas vu leurs copines d'enfance Gabrielle et Samia parce qu'elles sont parties aux États-Unis faire carrière. Et donc, c'est à l'occasion de l'anniversaire de Samia qu'en fait, ces 3 potes-là prennent des billets d'avion et les rejoignent, la retrouvent à New York pour passer en fait une semaine là-bas et retrouver enfin le groupe d'amis. Donc, ce sont des enfants des jeunes qui viennent de Nanterre. Les retrouvailles à New York donc, leur donne beaucoup de plaisir et ça donne de grandes retrouvailles, mais aussi ça réveille un petit peu quelques tensions, même si c'est quand même très léger en fait à l'approche du film. Il y a un petit peu quelques tensions dramatiques. Le point positif principal de ce film, c'est vraiment la fraîcheur de l'histoire et des personnages, des acteurs et tout. Agrumes pétillants. Voilà, qu'ils ont tous et tout. C'est vraiment plein de fraîcheur.
La réalisation aussi qui est quand même très soignée aussi, franchement de très belles images, une très belle photographie, de très beaux plans, des très beaux effets de style notamment. Si je peux me permettre, ils ont forcément tourné à New York et je trouve que ça fait très new-yorkais leur façon de filmer, ils sont très inspirés de ce qu'il y avait, etc. C'est vraiment joliment fait, quoi. Je veux dire, c'est vraiment soigné, quoi. Mais c'est une suite de Tout ce qui brille ou pas? On pourrait croire que c'en est une, ils le revendiquent pas en tant que tel parce qu'on les a rencontrés après la projection. Vous êtes vraiment dans le business, les gars. On est dedans, nous. Qu'est-ce que tu crois? GG, si tu nous regardes. C'est assez drôle, quand même. Assez Non, mais c'est vraiment... C'est pas un film drôle, à la base? Si, c'est une comédie. Mais je veux dire, il y a vraiment des passages où on rit franchement et oui, c'est vraiment spontanément. Et ça fait vraiment bien rire. Comédie qui fait rire, comme un Pierre Richard. C'est une comédie qui fait rire. Il y a un blond et non, il a pas de chaussures. Il y a un chameau. Des baskets. Bon, allez. Et notamment des passages comme à un moment donné, il se retrouve à chaque fois avec un espèce de vieux Alzheimer qui les colle à chaque fois qu'il se balade dans New York, il retrouve un vieux Alzheimer et qu'à chaque fois il ramène à la pension. Donc il y a des petits trucs comme ça, des petites scènes comme ça, des scénettes comiques, parce qu'en fait il est quand même assez conçu en une espèce de sketch, on dirait, ou scénette, qui est propre. Et c'est un peu un de ses points négatifs, c'est-à-dire c'est que pour donner en fait mettre en avant tel ou tel personnage dans son histoire, parce qu'ils ont tous un petit peu leur petite histoire, il y a vraiment une espèce d'isolation presque du personnage par rapport au groupe. C'est-à-dire, attention, on focalise sur lui, attention, c'est sur lui. Et du coup, ça fait vraiment des petites tâches. Et aussi, pareil, le rythme narratif qui est un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça tombe, puis ça repart et tout. C'est... comme ça. Voilà, dans les petits défauts, mais qui sont... pas couper comme ça. qui sont bien rattrapés. Et pareil, toute la partie, justement, le drame un peu qui les rattrape et tout ça, qui est un peu amené comme un cheveu sur la soupe. Moi, je trouve que les disputes, quand il y en a, il y en a pas tout le temps, quoi. Je trouve quand même, moi, qu'elles étaient assez bien faites et assez oppressantes, parce que tu avais plus l'impression que, comme je te disais, qu'on n'était plus dans un cercle d'amis. La façon dont ils se disputent, mais plus, moi je vois plus ça dans un cercle familial, tu vois, les deux sœurs vraiment qui se disputent, ça fait tellement longtemps qu'ils se connaissent, qu'ils ont ces vieux secrets entre elles. Cette histoire d'amitié, comment certains sont restés à un stade, certains ont essayé d'évoluer plus ou moins, certains évoluent et échouent, certains n'ont pas évolué et en fait ont besoin de ce coup de pied au cul là. En fait, c'est ce côté qui était du pur plaisir, en fait, apporte son lot de pénibilité, en fait, en termes sur les obligations, les engagements qui sont pris les uns envers les autres et tout ça, et que d'autres, en fait, dont d'autres n'ont pas conscience et tout ça. Mais en fait, quand les scènes sont, comme je disais, sont toutes vraiment bien faites, sauf que c'est vraiment dans la narration où c'est la façon dont c'est amené. Il y a un peu des passages de transition c'est un peu lacunaire, je sais pas comment dire, on n'est pas assez accompagné, quoi. C'est un peu difficile de se dire ah oui, on en arrive à ce moment, enfin on le sent pas venir, le moment de la tension, et du coup quand on arrive au moment de la tension, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Enfin moi ça m'a fait cette sensation là, même si c'est très bien fait, parce que d'un coup on se retrouve un peu le cul par terre, on sait pas ce qui se passe, et c'était peut-être fait exprès, mais c'est vrai que du coup moi ça m'a gêné. Mais en dehors de ça, c'est quand même c'est vraiment c'est quand même globalement positif comme film, sincèrement. Moi, je suis pas allé le voir en me disant, voilà, j'aime la pléiade d'acteurs là-dessus et tout. J'ai découvert Baptiste le Caplin, moi que j'ai bien aimé, à ce personnage un petit peu à la rue et tout ça. Il y a une mention spéciale pour Manu Payet, qui a la scène là où ils font leur valise sur la fin. Voilà, qui est très bien faite. Ouais. Ah ouais. Un seul plan. Mais en fait, lui, il rencontre une Américaine avec qui il a une liaison, fait un flirt et tout ça, ça se passe très bien. Et en fait, il joue le gars qui sans attache et tout ça. Et au moment de rentrer, en fait, il s'effondre un peu, quoi. Il craque, en fait. Et c'est fait de façon très pudique. Et la scène, visuellement, est très, très bien faite. C'est digne de Orson Welles. Bah ouais, c'est avec Citizen Kane, avec l'utilisation justement de la profondeur de champ pour mettre en scène le truc sur un seul plan. Et donc le film tient bien la route, quoi. Le film tient bien la route. Juste la narration, où à des moments où ça perd un peu, quoi. Des moments où ça s'essouffle un peu, mais c'est rattrapé par la. Tu as mis combien du coup? Moi, je lui mets un 7. Je lui mets un 7 parce que vraiment sympatoche. Bon dialogue. Est-ce que du coup, ce serait pas la comédie de l'automne qui sortirait un peu
des seigneurs d'Astérix, de Star 80, est-ce qu'au final, New York, ça pourrait pas être la bonne surprise, parce que c'est vraiment le petit vent j'ai assez envie de voir ce film. Le petit vent fraîcheur, c'est un peu le contre-pied de Star 80, quoi. Ouais. Voilà. Bon dialogue, tout ce qui brille n'était pas attendu. Enfin, à la base, ça a super bien marché. Les trentenaires comme nous peuvent aller voir Star 80 parce qu'on a connu les chansons et c'est notre âge. C'est le contraire, c'est vraiment même le contraire des petits mouchoirs, quoi. Là où les petits mouchoirs, c'était le film un petit peu de l'automne qui était censé donner les sentiments. Celui-là, ce sera dans le même cas, mais vraiment le côté banane et vraiment sourire, quoi. C'est vraiment léger, ça reste quand même léger et toute la partie, on va dire dramatique, la partie de tension, elle est quand même très vite effacée par l'amitié et par la fraîcheur du film. Carrément. Et il y a gros chapeau au choix visuel de l'ouverture du film. Et au générique de parce que ça commence directement, ils vont pour prendre l'avion et puis ça part de l'avion, un petit générique où en fait ils survolent New York au-dessus et c'est le générique en fait c'est la forme des bâtiments, la forme des voitures qui écrit le nom des gens en fait sur le générique. Et c'est vraiment bien fait, c'est joliment amené. Et la fin du générique aussi, assez originale. La musique est plutôt pas mal dans tout le générique, ouais. Donc c'est pas un compositeur, c'est un groupe de pop français qui a composé la musique et qui est sympa, quoi. Et dedans, il y a une paire de baskets de Nike à 5000 boules, à 5000 $. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, c'est une vraie paire de en fait, il y a trois paires de baskets. Il y a 3 paires comme ça. Il y en a une qui a été portée par Kanye West, c'est ça? C'est la vraie paire de baskets de Kanye West qu'il y a dans le film. D'accord. Cool. Super. 5000 boules. Le petit détail. Eh bien, merci, monsieur le comte. Bon, comme vous le savez, à chaque fin d'émission, on fait ce qu'on appelle le devoir du mois, qui consiste à rappeler, enfin, à annoncer un film qu'on va traiter le mois d'après. Et donc, en fait, on aimerait vous faire un peu plus participer, vous inviter avec nous pour présenter un de vos films cultes. Voilà. Donc, envoyez-nous sur la page de No Watch vos demandes en commentaire, propositions de films dans vos commentaires. Et venez nous rejoindre pour le présenter. C'est ça? Exactement. Ouais, et après, de toute façon, nous on fera une sélection. En général, on va choisir que comme vous voyez, on a dû beaucoup en sélectionner parce qu'on n'a rien pour le moment. On n'a rien à annoncer pour le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes, vos besoins. On en a marre d'inviter la famille de Vincent qui nous présente des films qui font 4 heures. Des films qui font 4 heures en italien. Et il y en a eu autant que la famille de Rémi, je te sais. Tout à fait. Ah, il y a invité aux familles, les gars. On va passer maintenant au mot du gars des cabines qui va nous parler d'un film magistral, L'attaque des tomates tueuses. Waouh! Tout un programme. C'est plutôt pas mal. Alors, de quel film tu veux nous parler, toi? Bah ça se voit pas, j'ai parlé des tomates tueuses, elles m'attaquent là, les salopes. C'est... L'attaque des salopes tueuses. C'est un film donc réalisé par John De Bello en 78. Et donc c'est un hommage au film que j'aime bien, là, tout ce qui est attaque de créatures aquatiques, etc. Sauf que là, ils ont pris un fruit ou un légume. C'est quoi la question déjà, hein? Qu'est-ce que c'est que ce film alors? Les tomates, c'est quoi? C'est une question? C'est un fruit. C'est un fruit, ouais. C'est un film donc de 78, réalisé par John De Bello. C'est un hommage à tout ce qui est attaque des années 78, des années 50, pardon. C'est un hommage au film des Krenos Monsters, quoi, des années 50. L'attaque du crabe, l'attaque des sangsues géantes, tout ça. Ouais. Donc, c'est une fourmière d'attaque d'un légume, quoi. Non, d'un fruit, pardon. Donc en fait, c'est une parodie, en fait. On est dans le registre parodique, on est plus proche de l'univers des Y a-t-il un flic. Il y a des accumulations de gags et puis de trucs un peu lourdingues des fois. C'est vrai qu'on rigole pas tout le temps. Après, je l'ai vu en VO, donc pour une fois, je crois que c'est le premier nanar que j'ai vu en VO, en fait, de mes rubriques.
Et j'avouerais que j'aurais préféré le choper en français. Mais il y avait une scène assez amusante. En fait, leur QG, c'est dans une petite pièce vraiment étroite où en fait, il y a juste la place pour le bureau et les chaises. Et puis on les voit arriver une quinzaine. C'est vrai que se positionner dans cette salle de réunion, quoi, c'est totalement hilarant, quoi. Ici, je vous dois des excuses, messieurs, pour l'exiguïté de cette salle de réunion. Attention, c'est tout ce que j'ai trouvé dans un si court délai. Après, donc, il y a les attaques aussi qui sont assez rigolotes. T'en as une qui est vraiment hommage au film de requin, des Dents de la Mer, parce qu'aussi, donc, c'est sorti 1 an après, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont voulu faire un petit hommage. Les Dents de la Mer, le film de Spielberg. Voilà, le vrai Dents de la Mer, quoi. Et donc, ils ont voulu faire un hommage où en fait, il y a des tomates qui sont donc dans l'eau et qui attaquent un peu comme la scène de Piranha là, qu'on a eu récemment, là, qui attaquent par en dessous, quoi. Elles sont sur des bouées géantes et puis elles sont en train de nager dans l'eau, quoi. Je crois que c'est le premier nanar où je me suis vraiment fait chier. D'ailleurs, je l'ai vu en 3 ou 4 fois parce que je m'endormais à chaque fois. Plus que Birdemic. Ouais. Birdemic, il est sympa, hein. Il est chiant, mais... Oh putain. Ça gicle. Et en tomate, en jus de tomate, Le mec, il a fait que ça dans sa vie. Il a réalisé que des films de tomates, donc il en a fait 4. Il y a 4 films. 4. Ils en ont fait 4 et ils ont même fait une série télé d'une saison. 20 épisodes, quoi, en fait. Le plus connu en France, c'est le 2 parce qu'il y a Georges Clooney. C'est ses débuts au cinéma. Donc ça sera 3 tomates, 3 jus de tomates. Ok. Moi c'est Monsieur Patel et j'ai répondu à rien du tout, hein. Salut les petits loups. Vous avez vu ce que j'ai trouvé? Depuis le temps que je le cherche, celui-là. C'est le Blu-ray intégral de l'intégrale d'Indiana Jones. Autant vous dire que celui-là, je l'attendais vraiment. Indiana Jones, c'est le héros de mon enfance. Pour vous dire, quand j'étais gamin, je sortais dans le jardin pour jouer déguisé et tout, j'étais comme un gueudin. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça et j'ai vraiment, bon, je les connais évidemment par cœur, hein, mais c'est vraiment très 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 bon. Il y a une très très belle image. On retrouve le meilleur héros, je trouve, du cinéma. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Donc au niveau des bonus, il n'y a pas énormément de choses de nouveau. Il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà des DVD et qu'on avait déjà vu, mais il y a un reportage qui est vraiment très intéressant, surtout sur le premier, sur les aventuriers de l'Arche perdue, qui est vraiment très bon. J'ai vraiment adoré, on voit beaucoup d'images de l'époque, on les voit délirer, Harrison Ford, Karen Allen, Steven Spielberg et tout, c'est vraiment super sympa, on voit l'ambiance de tournage qui est très décontractée. Et moi je vous dis vraiment, prenez-le, c'est voilà, bon, pour moi il n'y a rien de mieux, quoi, hein. Bon alors évidemment je sors le 4 du lot, hein, parce que pour moi mais il n'existe pas, enfin je veux dire, ça a été une très grosse déception, même je dirais plus que Star Wars. J'en entendais tellement aussi que bon, j'ai longtemps
pensais que non, ça va, c'était encore Indiana Jones, mais bon, avec le temps maintenant, je me suis résolu, c'est vraiment un très mauvais film et qu'il faut sortir du lot, donc mais achetez-le vraiment pour les 3 premiers. Bon bah écoutez, maintenant je vais l'emporter. Oh putain. Oh putain. Mais en marche, Jones! Salut! Bienvenue sur Popcorn. Alors pour sortir son Blu-ray cette fois-ci, on va parler de E.T. E.T. le film de Spielberg justement, sorti en 1982. Et ben, c'est de belles aventures. Donc ils ont sorti à l'occasion, ça va faire 30 ans cette année que le film est sorti. Du coup, ils ont fait 3 offres. Donc soit le Blu-ray classique, soit le Blu-ray collector, soit le coffret complètement collector avec la petite peluche. Donc nous on a récupéré le Blu-ray collector. Et donc bon, la boîte elle est sympa, la boîte, bon c'est pas en fer mais style en ferraille. Avec à l'intérieur, donc le film E.T. Bon, il n'y a aucun livret, je pense que c'est sur le gros coffret qu'on trouve quelque chose. Mais là où c'est très décevant, c'est justement le menu. Le menu, c'est le menu classique de Universal, celui qu'on retrouve sur tous les DVD, les Blu-ray pardon, classiques qui valent rien. Et donc c'est un peu dommage dans la mesure où c'est quand même un de ses grands films à Spielberg et qu'il y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait plus d'efforts et tout. L'interface est vraiment naze. On a l'impression que c'est un truc préfet et qu'on a retrouvé 10 000 fois dans d'autres trucs à 2 balles. Donc c'est vraiment décevant. E.T., tout le monde connaît le film, on ne le représente pas, c'est une très belle copie qui a été remasterisée. Il y a vraiment toute cette nostalgie de l'enfance, ça fait partie de ces grands films d'enfance et tout ça qui sont vraiment marquants. En plus on retrouve vraiment des choix de réalisation de Steven Spielberg qui sont très bien choisis, très bien faits, comme le choix de ne filmer aucun adulte en fait en entier, si ce n'est la mère, pendant toute la première partie du film, jusqu'à ce que tout bascule dans un peu le drame, et que là on voit vraiment le monde des adultes, et c'est là justement que toute la magie s'effondre et tout ça quoi. Donc c'est vraiment là-dessus un film sympa, vraiment à redécouvrir avec plaisir, une bonne qualité, une super mise en haute définition, ça c'est vraiment super bien fait. Seul truc, moi je crois que j'ai vu la version normale, non remasterisée du 20e anniversaire. Et justement je trouve ça très bien parce que j'ai vu des extraits l'autre jour et que justement là le fait de le refoutre en image de synthèse, le E.T. c'était décevant. J'ai vraiment préféré la version classique. Au niveau des bonus, on a une bonne tripotée de bonus. Il y a à prendre et à jeter. Donc dans toutes les parties à prendre, il y a vraiment tout le journal ce qu'ils appellent le journal d'E.T. qui est en plusieurs parties et qui justement suit la chronologie de production du film et qui est vraiment très intéressant. Et donc c'est vraiment des images, des rushs en Super 8 de l'équipe de tournage. On voit vraiment l'ambiance, on découvre le personnage de Spielberg sur le tournage qui avait vraiment l'air sympathique, de savoir ce qu'il voulait et vraiment d'être super à l'écoute de ses enfants et vraiment en adéquation avec justement tous ces jeunes acteurs. Donc c'est vraiment une partie très agréable que j'ai découverte. Après, il y a toute une partie de petites featurettes autour du 20e anniversaire d'E.T. qui ont été retournées donc du coup autour de 2002 avec le retour avec les acteurs, les re-rencontres. Et là, on tombe vraiment dans le promotionnel quoi. Il y a tous les petits sous-titrages qui vont bien, il y a vraiment des interviews qui sont faites par des journalistes et qui sont faites là pour mettre en avant certains trucs. On apprend quand même des choses sur E.T., sur tout le travail qu'a fait Spielberg et tout là-dessus, donc c'était vraiment sympa. Et à l'occasion du 20e anniversaire, chose que j'ignorais, ils ont fait une projection pour une œuvre caritative et une projection où en fait John Williams a conduit l'orchestre en direct pendant le film.
Donc ils ont eu tout un travail justement de synchronisation pour trouver les moments forts et bien se réadapter en direct parce que là il n'y a pas droit à l'erreur et c'est vraiment sympa quoi. On a toujours les bandes annonces, on a toujours... après on a une série de croquis sur l'évolution d'E.T. justement, des premiers croquis jusqu'au croquis définitif. On a pas mal de petites galeries comme ça qui sont un peu chiantes à regarder, qui sont un peu lentes et tout ça, mais c'est vrai que bon, si on aime vraiment bien, c'est sympa. Il y a juste le fait que... c'est toujours pareil, moi j'ai du mal avec l'habillage, t'as l'impression que ça a été posé ça à l'arrache vite fait pour sortir l'édition quoi. Et ça fait partie des bémols quoi, autour de ça, entre le menu et l'habillage de certains trucs qui sentent vraiment que les contenus ont été rajoutés au dernier moment, histoire de dire on fait une édition collector. Il a vraiment pas vieilli quoi, en dehors du fait que ça se passe dans les années 80. C'est vraiment toutes les émotions et toute l'écriture est vraiment bien faite et le film est assez intemporel. C'est que l'édition normale, je ne sais pas s'il y a plus de choses sur la grosse édition avec le coffret, nous on n'a pas eu le droit de la prendre. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, il y a déjà, pour le film, c'est surtout pour ça qu'on achète un Blu-ray, c'est vraiment sympa. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt parce que je sens que les salauds, ils vont essayer de me rattraper. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn, la version 3D du Blu-ray. Donc cette fois, comme vous le voyez, je ne vais pas vous parler de Batman, mais bien de Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Un film réalisé par Marc Webb, qui avait fait 500 jours ensemble en 2009 et qui avait réalisé quelques séries, notamment The Office version US. Qui est alors... c'est la nouvelle mouture, de Spider-Man. Dedans, on a un nouvel acteur, on a une nouvelle ville plus moderne, on a un nouveau costume, on a tout de nouveau, sauf l'histoire. Une nouvelle Mary Jane qui s'appelle plus Mary Jane, mais qui s'appelle Gwen Stacy, excusez-moi, qui est joué par Emma Stone, et le Spider-Man, il est joué par Andrew Garfield, qu'on a pu voir notamment dans Social Network. Et donc voilà, en fait c'est le reboot d'Amazing Spider-Man. Dedans on y trouve tous les ingrédients, c'est-à-dire le jeune homme qui tombe amoureux, qui devient le super-héros de la ville, qui perd son oncle plus ou moins dans les mêmes conditions. Donc il faut rappeler que Spider-Man est sorti en 2002, le Spider-Man de Sam Raimi, le premier. Amazing Spider-Man est sorti en 2012, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Et moi je trouve que c'est un peu ridicule de sortir si rapidement un reboot, même si c'est basé d'une autre version du comics. Je trouve ça un peu chiant, on n'a pas le temps d'en faire un vrai film culte des 3 premiers, même si j'ai pas non plus un attachement particulier. Mais je trouve ça un peu emmerdant, quoi. Et donc après voilà, le film de quoi ça s'agit, comme je vous l'ai dit, c'est Spider-Man, enfin c'est Peter Parker, qui lui n'a pas trop changé de prénom, c'est toujours le même, qui se fait piquer par une araignée, qui lui renforce ses pouvoirs, mais ne lui donne pas le fameux jet magique qui permet de s'accrocher au mur. Par contre, il vit dans un monde où la technologie est tellement avancée qu'il se construit des gadgets avec ses filaments. Donc ça c'est un peu la touche originale, mais moi j'aurais préféré qu'il ait quand même des ganglions qui lui permettent d'envoyer des fibres cérumaines. Au niveau réalisation, Marc Webb il s'en sort plutôt bien parce qu'elle est assez punchy, le film est assez long, il fait 2h20. Il est quand même bien rythmé, on s'ennuie pas forcément, même si moi j'ai pas adhéré à toute l'histoire, mais voilà, c'est quand même bien rythmé, bien réalisé, la 3D est vraiment sympa. Il y a des moments où ça vient bien sur le spectateur et d'autres moments où on joue sur la profondeur de champ
Et c'est plutôt pas mal, notamment quand il tisse ou alors quand il se balance, etc. Donc c'est bien foutu. Après, au niveau des musiques, c'est pas du sensationnel. Moi, elles m'ont un peu saoulé. Et donc, en bon point, pour le film, je dirais que le film ne vaut essentiellement que pour Emma Stone, qui est juste magnifique. Je sais pas quel âge a cette actrice, mais si elle est mineure, il y en a qui vont sûrement la en prison, parce qu'elle est vraiment très belle. Et un mauvais point, par contre dans le film, c'est un personnage, pas l'acteur, parce que l'acteur en lui-même, il fait son rôle. C'est le père justement du rôle d'Emma Stone, Gwen Stacy, qui joue un peu le commissaire Gordon de la ville de New York, et qui est très chiant, enfin il sert à rien dans tout le film, quoi. Moi c'est un film auquel je mettrais une petite poêle d'araignée 6 sur 10, quoi. Et on passe un bon moment. Il est pas terrible, mais visuellement, il claque quand même, quoi. Voilà. Après, au niveau des bonus, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh ben, on en a pas mal. On en a un petit en 3D où c'est Marc Webb qui nous explique la 3D, les différentes sortes de 3D. Et en fait, ça nous permet de voir selon comment la télé est réglée ou comment ils décident de filmer, si ils jouent sur la proximité du spectateur ou sur la profondeur ou si c'est un peu homogène. Ça, c'était assez intéressant. Après, il y a encore un reportage en 3D, c'est du storyboard à l'animation en 3D, mais ça, c'est pas terrible. On a des scènes supplémentaires qui sont pas toutes intéressantes, mais qui à regarder aussi. Puis le fameux commentaire du réalisateur, etc. Donc, il y a la répétition des cascades, où on voit comment ça s'est passé, puis les gars avec les filaments, tout ça, et notamment toute la partie où tout est tissé. Et en fait, il y a vraiment un gars qui se promène dessus. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Andrew Garfield, qui est grand fan de Spider-Man et qui, quand les premières fois il met le costume, il dit bah en fait j'ai plus l'impression d'être moi, je suis comme un dingue quand je suis dedans et tout. Et c'est le genre de truc que je peux comprendre. Si par exemple à l'époque j'avais eu un kimono après avoir vu Karate Kid, j'aurais été Karate Kid. Mais donc du coup ça devait être bien sympa pour lui, il transmet bien son émotion quand il en parle dans le documentaire en tout cas. Voilà, écoutez, moi du coup il m'a donné envie. Même si Karate Kid c'est devenu has-been, sauf si tu es le fils de Will Smith. Donc j'ai décidé moi aussi en tant que petit brun à lunettes de me créer ma panoplie de Spider-Man. Il est grand, agressif, il a du sang radioactif, il s'envole sur un fil, il fait fi du péril, attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, C'est le devoir du mois. Qu'est-ce qu'il y a pour toi, docteur? Bon, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais présenter l'invité de ce mois-ci. Je vous en ai souvent parlé, c'est grâce à lui que j'ai vu beaucoup de films. C'est à cause de lui que j'ai vu certains films. C'est grâce à lui que je suis là ce soir. C'est aussi grâce à lui que je suis là ce soir. Donc c'est mon papa, Sylvestre. Voilà. Bon. Bonjour. 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 Salut fils. Je t'embrasse même devant la caméra. Oh là là. Tu ne sauras pas dit que... J'ai envie de chialer. Démonstration de... Oh là là. Comme dans les séquences d'émotion. Voilà. Donc alors, papa. On l'appelle tous papa ou... Papa. On va brouiller les pistes. Alors donc, tu as choisi de nous parler du film Le Guépard de Visconti. Alors déjà on va commencer par, tu vas nous expliquer, bon, en dehors du fait que tu es mon papa, qui tu es en plus de ça et pourquoi ce film-là. Professionnellement, je suis archiviste, hein, je m'occupe des archives de la ville d'Avignon. Je m'occupe également maintenant d'un autre établissement qui s'appelle le Palais du Roure. Bon, je suis donc dans l'histoire, dans la mémoire.
Et c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité de ce fait au rapport entre cinéma et histoire. Le Guépard, c'est un espèce de monstre, hein, de film assez extraordinaire. Il y a au moins, pour moi, enfin, y réfléchissant rapidement, il y a au moins cinq raisons de considérer que c'est un film qui est hors norme et qui mérite effectivement de conserver une place dans le panthéon du cinéma. Il y a le genre dont il relève, hein, le film à costume, dimension historique. Il y a le style de Visconti, qui est un style qui n'a jamais été égalé, retrouvé. Il y a évidemment la thématique du film, l'écriture du film lui-même, qui est basée, c'est un scénario qui est fondé sur un roman absolument exceptionnel. Donc d'ailleurs qu'on oublie, il faut revenir au roman parce que c'est un texte absolument magnifique. Il y a évidemment la thématique générale du film, c'est-à-dire celle dont je vais dire quelques mots tout à l'heure sur la fin d'un monde, comment se font les changements, comment se font les passages, la rupture entre jeunesse et vieillesse, la beauté de la jeunesse et la difficulté de vieillir. Et puis, il y a évidemment ce qui est aussi, il faudrait peut-être commencer par là d'ailleurs, le personnage comédien, hein, le personnage central qui est le Guépard, Il Gattopardo, et son acteur qui est Burt Lancaster dans le plus beau rôle qu'il a eu. Le thème historique, le film se déroule au moment de l'unité italienne. Hein, c'est le grand moment où l'Italie, qui est, comme vous le savez, morcelée à ce moment-là en de multiples petites monarchies, enfin avec notamment une grande monarchie piémontaise et une monarchie du royaume de Naples, qui s'affrontent. Et en fait, c'est le grand mouvement d'unité italienne, au même titre qu'il y a eu qu'il y aura le mouvement d'unité allemande. Donc c'est vraiment la constitution d'un nouvel État européen et la constitution d'une Europe dans laquelle aujourd'hui on fonctionne. Avec la grande question, que va devenir ce qui était, quoi. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là, mais c'est le prétexte majeur chez Visconti pour quand même traiter la question de la fin de quelque chose et du début de quelque chose. Visconti étant lui-même un aristocrate qui fait d'ailleurs qu'il a été capable d'adapter remarquablement le roman d'un autre aristocrate qui était le prince de Lampedusa. J'ai vu, quand j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu qu'il était communiste, Visconti. Je pense que l'idéologie communiste chez Visconti, il faut la replacer dans le contexte de l'après-guerre, où tout le monde était un peu communiste quand même. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il était le seul capable de restituer un univers aristocratique, un univers princier, parce qu'il était lui-même issu de ce milieu-là. Ça, c'est un point très important pour comprendre. Et d'ailleurs, tous ces sujets sont des sujets sur la fin de quelque chose, il y a une dimension complètement tragique dans l'œuvre de Visconti, dans tous ces films. Chez nous, toute manifestation, même la plus violente, est un désir d'anéantissement. Notre sensualité, c'est le besoin d'oublier. Nos coups de fusil et nos coups de couteau, un appel dans la mort. Notre paresse, la douceur de nos sorbets aux herbes magiques. Une soif de voluptueuse immobilité, c'est-à-dire encore la mort. Prince, ne pensez-vous pas que vous exagérez? Moi-même, j'ai eu l'occasion de connaître à Turin quelques Siciliens qui n'avaient pas du tout l'air d'être endormis. Je me suis mal expliqué. Excusez-moi, j'ai dit les Siciliens, j'aurais dû dire la Sicile. Quand le cinéma s'empare de l'histoire, en général, c'est pathétique. Hein, c'est rempli d'anachronismes, de bêtises, de sans nom, même avec les meilleures cautions. Et puis, l'adaptation des œuvres littéraires. C'est un des exercices les plus difficiles qui soit. Hein, c'est un défi, dans 99% des cas, c'est raté. Ne faut-il pas être de cet univers-là, si vous voulez, de cette culture-là, pour être capable d'adapter un texte et d'en restituer toutes les finesses. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans le film, où en permanence, le prince Salina, donc Burt Lancaster, renvoie toujours les gens au fait que quand il est en discussion avec des gens qui n'ont pas son rang, tout en sans être méprisant pour autant, on sent bien la différence de compréhension du monde, tout du moins d'approche des choses qu'il offre, quoi.
Mais tu l'as vu à quel âge, ce film? J'ai dû le voir, je devais avoir entre 15 et 18 ans, quoi. Ouais. Et d'entrée de jeu, c'est un film qui t'a marqué ou c'est arrivé après? Non, ça m'a... Avec la maturité. C'est un film qui m'a scotché, hein, au sens à la fois la somptuosité. Donc là, on retrouve une des causes, le style Visconti avec quelque chose. Alors, il faut se replacer dans le contexte d'il y a, je ne veux pas dire mon âge, mais en fait, il y a 40 ans, quoi, grosso modo. Quand j'avais 15 ans, c'était il y a 40 ans. Hein, vous ferez le calcul vous-même. Il y a 40 ans, le cinéma n'est pas techniquement bien sûr, on a le grand cinémascope, on a déjà toute cette capacité le Technicolor. On a tout ça, mais c'est assez peu utilisé dans le cinéma européen. Dans les premières scènes, la caméra qui rentre dans la chambre, dans la salle de prière où toute la famille est réunie, pris cette scène-là avec le rideau qui se lève est extraordinaire. Il y a des scènes absolument somptueuses, celle où Tancrède promène sa fiancée, sa future, dans les parties désertes du palais avec la lumière. Enfin, Visconti sait rendre quelque chose. Tout est somptueux. Le palais délabré est somptueux. Il y a rien. Les personnages le sont. Tout est soigné. Il était aussi méticuleux qu'a pu l'être ensuite Stanley Kubrick dans sa façon de faire. Donc on retrouve cette méticulosité-là. Elle est quand même très forte. Donc c'est quelque chose qui m'a scotché. Et puis c'est la première fois qu'on voyait un film. Enfin moi c'est la première fois que je voyais un film qui se terminait dont la fin était un bal qui durait pratiquement un tiers de la durée du film. Et cette mélopée, avec une mélopée qui est là, qui est lancinante, qui est présente, avec tout ce jeu de personnages où on passe du cocasse au dramatique, au drôlatique, c'est le moment où tout ressort, je dirais, y compris comment le parvenu qui a réussi à marier sa fille et qui a bien la marier dans l'aristocratie, comment il voit le monde que d'une manière matérielle, comment le prince regarde ça avec une forme de dédain, mais il subit et en même temps il est acteur de ça. Quelle est cette position quand il est tout seul dans son salon face à cette œuvre d'art? Il s'est isolé à un moment donné. Les moments presque, je dirais, de séduction entre le prince et l'épouse de son neveu, où on sent que le prince aurait été plus jeune, bel homme comme il était, et de son niveau, il se serait volontiers occupé de la jeune fille. Et tout ça, c'est d'une subtilité, et tout ça dans un mouvement où le bal continue. Enfin, c'est un truc absolument extraordinaire, quoi. On n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui, on le revoit pas même. Il vaut peut-être mieux pas le voir trop souvent d'ailleurs, mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on s'en épuiserait. Mais si tu es vraiment dans le film, c'est quelque chose qui est. Enfin, ça fait partie de choses comme ça qui font que d'entrée le film a pris une importance absolument pour moi extraordinaire, mais parce que j'étais pétri de goût de l'histoire, etc. Aussi, ça résonnait sur ce que j'étais, sur mes goûts personnels. J'étais quand même aussi sensible à ça, donc. C'est normal que j'ai été impressionné. Je pense qu'on va faire un petit tour pour voir un peu ce que tout le monde en a pensé. Vincent, commence. Fais pas ton rebelle, Alex. J'ai subi le guépard. Alors voilà, je voulais dire. Je l'ai vu, Vous l'avez vu ensemble? La première fois où tu l'as vu? Non. Il n'était pas de ce monde. Moi je l'ai vu. Non, on l'a jamais regardé ensemble. Je l'avais regardé parce que tu m'as dit qu'il fallait le voir. Et je pense que c'était un espèce de mauvais choix, comme quand on parlait de Crying Game, où j'avais vu Crying Freeman. Donc je suis allé voir ce film et rien à voir. Mais là c'était pareil, je crois que j'avais vu genre le Zorro avec Alain Delon et j'avais bien aimé, j'étais gamin. Oui. Donc c'était un film Le Guépard avec Alain Delon, je me dis ça devait être pas mal ça. Au revoir. Et du coup... Et tu pensais voir un film? Du coup je pensais voir, j'ai vu le truc et tout, et je crois que je l'ai jamais regardé vraiment en entier parce que j'ai vu que des parties. Après je l'ai redécouvert en cinéma à la fac quand on me montrait des extraits sur justement de ce film-là. Et là, donc, je l'ai vraiment regardé pleinement pour la première fois, là, à ta demande, quoi, pour ce devoir du mois. Moi, la première chose vraiment la chose qui m'a scotché, c'est vraiment dès le début, c'est visuellement, ce film,
la précision de l'image. C'est-à-dire d'avoir un premier plan, un second plan, et puis les montagnes à 600 km derrière qui soient aussi bien dessinées et aussi bien faites dans un décor réel. J'imagine, la qualité de l'image de ce film, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve difficilement dans ces films-là. La maîtrise technique est quand même assez exceptionnelle. Pour l'époque. Et surtout quand on le replace aussi dans l'époque, et c'était ça. Et après, très vite, moi, ce film-là, j'arrivais à le voir difficilement comme un film, mais j'avais l'impression de voir un opéra. Oui. C'est pas chanté, mais le positionnement, le jeu des acteurs, c'est-à-dire on sentait vraiment, c'était la caméra va là, vous allez vous déplacer. Il y avait vraiment une chorégraphie de personnages qui devaient se placer à ce moment-là, à tel moment dans la caméra. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de calculé qui concordait avec le mouvement de la caméra. Le mouvement de la caméra n'était pas indépendant pour mettre la mise en scène, c'est vraiment, on va le mettre là pour qu'il se place ici, pour que ça se place là, pour que les gens... Il y avait vraiment une composition et qui pour moi me rappelait soit un ballet, soit un opéra, et sans les chants évidemment, quoi. Mais cette partie-là. Et le jeu des acteurs aussi, pour moi, était théâtral. À part, ça, c'est l'italien. Il y avait ce côté vraiment théâtral dans la façon de jouer. Les petits rôles comme ça, les gens, quand ils se parlent, là, les moments où ils bloquent... ce passage-là m'a marqué, justement, sur leur jeu d'acteurs. C'est quand il y a Tancred qui essaie de faire bouger la famille au palais d'été, ou je sais plus où est-ce qu'ils vont exactement, là, mais ils font une espèce d'exode comme ça, là. Et il a ses droits de passage, là, sur les barrières. Et il y a toute l'explication, mais comment ça, vous voulez pas me laisser passer? Toute la scène est théâtrale, quoi. Moi, je vous dis de déblayer la route pour que les voitures puissent passer. Qu'est-ce que vous croyez? Ni voiture, ni cheval, ni piéton. Personne ne passe. Moi, je suis le capitaine Prince Tancred Falconeri, j'ai combattu à Palerme avec vous. Et moi, j'ai des ordres. Mais ça aussi, c'est un ordre. Allez, dégagez la route. C'est comme ça. Vous avez compris, capitaine. C'est sur un seul plan et très large, je crois, en plus. Et c'est marrant qu'il n'y ait pas cette volonté de découpage pour accentuer un petit peu le rythme, quoi. C'est vraiment, on reste toujours sur du tableau. C'est des tableaux qui s'enchaînent. Tableau 1, tableau 2, c'est des tableaux qui s'enchaînent. Après l'action qui vient de se passer, c'est-à-dire il y a le personnage principal qui parle, les deux, ils s'en vont, ils sortent du champ. Et il y a la vie qui continue comme ça, tatati tata, et quasiment dès qu'il y a des plans de foule, c'est tout le temps ça, quoi. Ça dure quelques secondes, tu dis. Moi je trouve que, tu parlais tout à l'heure de paysages qu'on voyait. Et en fait, moi des fois ça m'étouffait un peu en fait. Le fait que dans cette image, ce soit chargé comme ça, ce soit. C'est un peu ce qu'ils disaient sur le pays, la terre aussi. C'est le style et tout, mais il y a des moments, dans ces pièces qui sont. C'était. Moi du coup, comme les plans étaient, c'est pour ça que je me disais le fait que les plans soient très longs. 45 minutes et 60 minutes par plan. Ça tourne quand même dans la scène du bal. Voilà, il y a la caméra qui se déplace toujours, mais c'est vrai que ça... Moi, j'avais l'impression d'être dans une expo. Plus ou moins, pas une expo, dans un musée. Et en fait, on découvre une histoire à travers des tableaux, et en fait, on a le temps de s'attarder sur les parties qui nous intéressent, et la caméra, heureusement, comme elle bouge, elle... Mais je pense qu'effectivement, ça c'est certainement... c'est un des aspects, c'est évident chez Visconti. On le retrouve dans Mort à Venise, on retrouve cette ambiance-là dans Les damnés, bien entendu. On le retrouve dans Le crépuscule des dieux. Alors là où c'est tout à fait frappant, c'est-à-dire cette dimension, c'est somptueux, et on fait une mise en scène somptueuse, et on fait dans le grandiose, on fait pas dans le, on fait pas des petits calages, chant contre chant. On n'est pas dans la fioriture, on est dans le truc bien lourdingue. Alors d'ailleurs, ça va bien. T'as du Verdi derrière, tout va bien ensemble. Dans le crépuscule des dieux, c'est du Wagner. Donc je veux dire, tu vois, on fait pas dans la dentelle, mais c'est quand même léché, soigné, c'est exceptionnel. Il y a pas un poil qui dépasse. C'est extraordinairement fait, et c'est quand même sous-tendu et soutenu par un jeu, soit un jeu musical derrière, soit un jeu d'acteur, qui fait que ça a fait rehausser le tout. Après, moi, la chose qui m'a fait marrer, je pense que j'aurais eu 15 ans quand je le voyais, je me rappelle absolument pas, mais Terence Hill au milieu, sans mettre une seule claque. Non, c'est vrai. Il était tout seul, il n'était pas avec son pote. Il y a quelques acteurs d'ailleurs qui après font des très très bonnes carrières. Mais Terence Hill, il a fait une carrière qui est totalement hors registre par rapport à ce film-là. Il n'avait pas le nom de Terence Hill à l'époque, d'après ce que j'ai vu, il avait son nom italien. Ah ouais? Si, il a marqué Terence Hill dans le générique. En fait, c'est à l'époque où il a signé, c'était à l'époque où il avait encore son nom d'acteur italien.
Bon, c'est vrai que j'étais étonné. Il a 20 ans, ou pas Ouais, il est tout jeune, il fait un jeune épris. Mais c'est vrai que c'était assez curieux. Et lui, enfin, je me posais la question, je me disais, est-ce qu'il a fait un film sérieux après ça? Je crois que ça lui a suffi. Peut-être qu'il a été épuisé. Et puis bon, moi, c'était cette grande scène qu'on avait vue à la fac. Les grands combats, la Révolution, la prise de Palerme, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ça, par contre, oui, excuse-moi. C'est pas faire des films d'action. Voilà. Alors voilà, ça, les mecs font pas bien les morts. Mais on sent qu'il s'en fout. Lui, il regardait la vue d'ensemble, il regardait le mouvement de la foule. Là aussi, c'est pareil. Il aurait filmé la République, Marianne guidant le peuple, tu vois. C'est un tableau de Delacroix. Il aurait pu faire quelque chose, ça lui allait très bien. Alors, il est totalement pas à l'aise avec ça. Et puis en plus, tu vois, c'est toute la différence avec Kubrick quand tu regardes dans Barry Lyndon, uniquement la scène d'exercice des unités anglaises dans les champs. C'est d'une beauté absolument sans nom. C'est parfaitement dressé, extraordinaire. Et c'est filmé, c'est filmé en extérieur comme il faut. Là, chez Visconti, c'est raté. Dans Senso, il y a la même chose. Il y a des scènes de guerre dans la ville. C'est un désastre. Alors ça, c'est les points noirs du film. Et puis, je dirais même que c'est le prétexte pour expliquer, pareil, le contexte, pour montrer pourquoi Tancred est blessé. Mais enfin, franchement, on s'en fout. Hein, mais on sent que c'est pas lui passé. Mais c'est pas, c'est totalement. Alors, il y a aussi, il y a quand même les exécutions sommaires. Il y a 2 ou 3 choses qui plantent le décor que cette révolution n'est pas non plus cette quête de la liberté. Elle ne se fait pas quand même sans dégâts et sans dommages, quoi. Ça se fait dans des conditions qui sont assez atroces. Comme toute révolution. Mais c'est vrai que ça, c'est un échec complet. Mais c'est une caractéristique, par contre, chez Visconti. Je dirais que les points noirs dans les films de Visconti, c'est ça. Alors, quand tu as un sujet où il n'y a pas d'action, comme Voir à Venise, alors là, c'est beau du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de souci de ce genre. Et comme les plans sont très longs, en plus... Malheureusement, on a le temps de se rendre compte que... c'est pas que ce soit mou. On a le temps de se rendre compte on sent que c'est un tableau et en fait, si on garde le point de vue général, on voit que c'est le cheminement de la foule, on voit ces choses-là. Mais comme le plan est long et que notre génération est beaucoup plus influencée par l'image et je pense qu'on a plus d'acuité, on va dire, à l'intérieur, et puis le fait qu'on était en fac de cinéma et qu'on nous demandait justement cette acuité-là, du coup, on voit tous les défauts qui sont humains, en fait, qui sont, je pense, les personnages qui étaient vraiment, on devait leur dire, voilà, vous devez aller là, tous ensemble, et faire ça, et on voyait des gars qui s'agitaient n'importe comment. Et c'est vrai que, comme les plans sont longs, on a le temps de les voir. La différence avec un film qui coupe dans tous les sens, c'est que, bon, on n'a pas le temps de voir que dans l'arrière-plan, les gars, ils font n'importe quoi. Bon, on en voit 2-3 qui sont là, qui rigolent, qui se roulent par terre. C'est impressionnant de voir dans ce truc-là. Et c'est vrai que, je pense que vraiment c'est à la fois le défaut, mais je pense qu'il se serait Kubrick le ferait pas passer parce qu'il était vraiment soucieux vraiment du détail, mais que Visconti, lui, ce qui lui plaisait, je pense que c'était vraiment la vue générale, et il devait pas se prendre la tête à voir si lui ou pas il était bien habillé ou machin ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'était vraiment... Et ça, je dirais, c'est incontestablement, c'est assez peu intéressant dans le film, et c'est... Oui, c'est une des grandes faiblesses. Ça dure longtemps. Et toi, Arnold, t'en penses quoi? Non, moi, Claudia Cardinal, déjà, j'aime beaucoup. Donc j'avoue que je pense que même encore maintenant, je sais pas quelle âge. Mais elle n'est pas assez présente. C'est son premier rôle ou elle avait déjà eu? Je pense pas que c'est son premier rôle, mais c'est son premier grand rôle. Parce que moi, je la connaissais le rôle qu'il lance. Avec Bébel. Ah oui, c'est pas sérieux, Cartouche. Moi, elle a un regard à chaque fois qui me... Moi, ce qui m'a un peu gêné dedans, c'est qu'elle fait vraiment la bimbo, elle se mord les lèvres, et là, comme ça, régulièrement. Et là aussi, comment jouaient les femmes dans les années 50, quoi, enfin, à la fin des années 50. Et je pensais que et puis Visconti était homosexuel, donc il savait pas faire une femme plaisir. Non, mais en fait, je trouvais ça très moderne parce que maintenant, quand tu vois les filles, quand elles posent pour les trucs de mode, etc., elles ont ces poses-là, comme ça, un peu la bouche ouverte, en train de se mordre la lèvre, etc. Et j'avais pas. Ça te fait rien, toi? Ça m'a sorti du film. Franchement, c'était passé. Ça fait hors de propos, oui, par rapport au truc. C'est qu'on s'attend à ça dans des poses glamour de magazines ou de trucs comme ça, et pas spécialement dans un... Ah bah c'est sûr qu'elle est complètement... Elle est censée jouer un peu peut-être de l'origine de ces mannequins maintenant, parce que ça a peut-être influencé les codes. Après, en même temps, elle était naturellement pulpeuse sans avoir à se livrer à la bouche.
Un On visage. la voit et pas tout assez ça. d'ailleurs. Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est, comme vous le disiez au début, quoi, en introduction, c'est cette grande fresque historique en plus, avec justement le passage. Et ça, en général, ouais, enfin, moi, c'est des thèmes que j'aime beaucoup, quoi. Donc après, c'est vrai que le côté un peu statique, le côté assez... ouais, il y a des moments où... Ouais, c'est dur. Et c'est marrant parce qu'il y avait un moment donné, je voyais vraiment Burt Lancaster avec comme de la poussière sur lui, quoi. Enfin... Au début du temps, il n'y en avait pas. À la fin, il y a de la poussière, oui, quand ils sortaient du voyage, ils sont tout blancs. Ouais, mais et je trouve que ça le suit un peu. Il y a des moments où on voit vraiment le côté... Ça a duré de la prise, tu veux dire, au début, il n'y a pas de poussière, mais ça se dépose au fur et à mesure. Non, mais je sais pas, il y avait... Ouais, mais c'est pas inutile, ça renvoie aussi à cette idée d'un monde qui finit, la poussière de la Sicile, le vent, le... Je trouvais qu'il y en avait tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais ils en parlent dès le début, c'est ça, où ils disaient que la Sicile, c'est... En fait, c'est un pays de merde, la façon dont ils en parlent quand même. C'est beau, mais que c'est rude, on voit vraiment la fin d'un monde, puis l'arrivée de... Tu les vois à la fin dans le bal, ils sont suants, transpirants. Ah, complètement, ouais. T'as Delon, il voilà, la fin de soirée dégueulasse. Mais ils arrêtent pas de... Oui, mais enfin, imaginez-vous, quand tu vois quand ils font l'excursion pour aller au palais d'été, pour passer leurs vacances dans leur villégiature, là qu'ils arrivent, où il y a le maire qui accueille la fanfare. Quand ils sortent, tu t'imagines ce que c'est le voyage au fin fond de la Sicile en plein été, avec les femmes vêtues comme ça. Comment veux-tu ne pas être suant? Je trouve que tout ça est assez bien restitué. Tu as chaud avec eux, je veux dire, tu sens que c'est... là, on est dans la fournaise, quoi, dans la fournaise sicilienne. C'est vrai que pendant tout le film, ça m'a fait penser à des réalisateurs. Je me suis dit que ce film devait être quand même un film culte pour pas mal de cinéastes, parce que j'ai pensé à Kubrick, j'ai pensé à Lars von Trier aussi à certains moments. Enfin, pareil, toutes ces constructions d'images hyper travaillées, ça m'a rappelé plein de films, pareil. Et pour la longueur, on pourrait penser à Terrence Malick parfois. Aussi, ouais. Et pour le côté épuisant. Mais j'aimerais bien lire le bouquin quand même. C'était un gros roman. C'est un pavé ou pas? Non, c'est pas un très gros. Non, c'est lui qui a fait un pavé. Ça se lit très très bien. Mais Lampedusa, il a écrit que 2 trucs, ça et puis une série de nouvelles qui s'appelle Le Professeur et la Petite Sirène. Et dans les 2 cas, c'est vraiment remarquable. Enfin, c'est une œuvre littéraire extrêmement dense, précise et d'une qualité vraiment remarquable, quoi. Vraiment, c'est un plaisir à lire. Faut que je relise d'ailleurs, tiens. Et après, mon programme l'année prochaine. Rémi. Aïe, ça c'est pas pareil. Non, on va pas finir sur il moi. Il va être plus nuancé, Rémi. Non, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce film. N'étant pas féru d'histoire, du coup, l'intrigue historique ne m'a pas beaucoup tenu en haleine. Puis n'étant pas non plus, je pense, assez cinéphile pour me rendre compte de toutes les prouesses techniques de l'époque et me dire que j'ai eu du mal un peu à me remettre dans l'époque en me disant que voilà, c'est date de 1963 et du coup c'était vachement bien pour l'époque. Et puis je trouve qu'il se passe rien dans ce truc. Il se passe rien grand-chose. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de. Non, tout est en arrière-plan. J'ai tous les thèmes que vous avez évoqués, je les ai reconnus. Je veux dire, la vieillesse, le machin, le jeune qui vient prendre la place, le monde qui change, tout ça. Oui, mais bon, ça m'a pas tenu en haleine, quoi. Parce qu'il n'y a pas un truc où on se dit qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va finir. Il aurait pu finir une demi-heure avant, il aurait pu continuer pendant une demi-heure. Mais il y a des moments, ça m'a fait penser à Game of Thrones un peu. On est un peu dans cette même chose de... Il raconte plus que ce qu'on voit, quoi. Exactement, et même, c'est vachement contemplatif. Il y a d'intrigue dans Game of Thrones, quand même. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a encore que les gentils sont pas forcément... dans le Guépard. Ah non. Mais bon, en soi, le personnage, tu n'as jamais peur pour eux, en fin de compte. Non, mais il y a une histoire, mais il n'y a pas d'intrigue. C'est pas un film qui est construit sur le fait où on suit des personnages. C'est le personnage du prince, quoi. Ah le prince, il est... Oui, parce qu'il... Après, il y a la scène auprès du feu où il parle avec l'autre, où là, oui, tu restes... Il y a eu 2-3 scènes, moi, qui m'ont vraiment plu, et dans lesquelles j'ai été tenu en haleine. C'est cette scène-là où il parle avec le politicien. La scène du banquet, la scène du repas où elle arrive et où elle se marre, j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y a vraiment une différence de classe sociale qui surgit et j'adore cette scène.
Et puis il y a la scène de la fin devant le tableau. Pour moi, c'est voilà, c'est les choses qui m'ont vraiment plu, mais c'est vrai que la scène avec le chasseur aussi, le moment avec Régiani, les dialogues avec le chasseur. Oui, ouais. D'ailleurs, il joue très bien. Ouais, il joue très bien. Mais j'ai trouvé que il y avait un gros souci de son sur la VO, quoi. Oui. Il y a des cigales, d'un coup il n'y en a plus du tout. C'est un truc de fou. Tu sens que les voix elles sont enregistrées en intérieur alors qu'ils sont dans un truc. Vous n'avez pas trouvé des Blu-ray, c'est enregistré en hiver. Ah ouais, donc ce genre c'est hallucinant. D'un coup t'as un niveau de cigales qui tombe. Ouais. Du coup voilà, c'est même pas sorti du truc. Mais bon, sinon les acteurs sont super. Enfin voilà, la réalisation, j'ai rien à dire dessus, mais je suis pas rentré dedans, quoi. Je suis pas mécontent de l'avoir vu pour ma culture personnelle, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment un devoir. Bah, tu l'as vu jusqu'au bout. Je l'ai vu jusqu'au bout, moi. C'est bien. Ce matin, j'ai pas revu jusqu'au bout. Non, mais je pense qu'en plus le temps. Je le verrai pas 10 fois. Le temps entre guillemets te donnera raison. Je pense que ça sera des films de plus en plus difficiles à voir, de plus en plus difficiles à voir. C'est un peu comme le Nosferatu, tu vois, de Murnau. Je veux dire, ça devient ou le Docteur Mabuse, ça devient très difficile de voir si on n'est pas totalement obsédé par le personnage, la thématique, le graphisme, enfin, je ne sais quoi. Objectivement. Tout correspond à son temps, je veux dire. Mais il faut le voir comme un devoir. Ça sera très difficile dans le temps. Mais par contre, justement, comme la thématique, comme le monde change, comme le monde depuis, pas uniquement d'ailleurs depuis 1860, mais qu'il continue à changer, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, ce que représentait, et je trouve que c'est une manière en termes d'histoire, d'ailleurs même en termes éducatifs, ça pourrait être intéressant, la vision qu'on a d'un prince terrien, à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose qui n'existe plus. Ça existe encore un petit peu au Mexique ou dans l'Amérique du Sud, à quelques endroits bien sûr où il y a toujours de la puissance financière de classe sociale bien posée, qui ont des beaux restes quand même. Mais ces images-là, c'est quelque chose qu'on ne reverra pas. Je pense que c'est une manière de restituer assez bien quelque chose qui est un monde perdu, quoi. Voilà. Et rien que ça peut avoir une vertu culturelle. Après, c'est un point de vue quand même. Mais après, c'est un point de vue. On est bien d'accord. C'est quand même vachement sympathique pour l'aristocratie. Enfin, on est quand même plus du côté. Enfin, ça le met en valeur. C'est sympathique pour ce prince-là, oui, qui lui a compris, qui a compris ce qui se passe et qui, avec cette phrase remarquable, il fallait bien que quelque chose change pour que tout puisse rester comme avant. Et ça, du coup, c'est très marxiste comme propos. Ça renvoie à l'engagement communiste de Visconti, en fait, c'est comme la révolution bourgeoise de 89. On ne se fait pas d'illusions. En réalité, ce sont quand même toujours les mêmes qui tirent les marrons du feu. Oui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et au final, l'intelligence politique du prince Salina, c'est justement de savoir jouer le jeu, et y compris de faire ce qu'on n'a jamais fait, de mésallier son neveu, qui est son fils chéri, enfin de mésallier son neveu, parce que l'avenir, il est dans la mésalliance. Ça, c'est quand même quelque chose qui, sur le plan de la révolution intellectuelle et culturelle, l'épouse, la princesse ne peut pas le comprendre. Lui, il le comprend. Il y a une espèce d'intelligence politique, une subtilité qui est quand même, je trouve, remarquablement bien rendue. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est pas. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le reste, c'est de l'arrière-plan. En fait, c'est ces thèmes-là qui sont récurrents. Je suis un peu d'accord avec tout le monde. D'accord. Oui, c'était à la fois emmerdant et très beau. En résumant, il y a vraiment des longueurs, comme je disais tout à l'heure, où il y a des plans qui durent pour moi trop longtemps. Ça, c'est et en fait, t'as l'impression de regarder des tableaux un peu de David avec des couronnements. Enfin, c'est très riche. Il devrait faire une version courte. Ça laisserait peut-être Reader's Digest. Faire une version courte. Il y a énormément de détails au niveau des costumes, au niveau des décors, etc. On s'y croirait vraiment, quoi. C'est presque trop riche des fois. Ça en fait plein la tronche. Par contre, après, moi, ce qui m'a aussi sorti du film dans Le Guépard, c'est la musique, que je trouve trop forte, trop présente et trop bruyante quasiment à des moments. La musique du film a pris de l'importance, une importance, elle est devenue un élément cinématographique dans les années fin des années 70, début des années 80. C'est quand même l'importance qu'on accorde à la musique. C'était pas du tout le cas. On savait qu'on avait besoin, donc on avait des gros orchestres, des gros machins, que ce soit pour un film, que ce soit pour un western ou pour un truc, on faisait pas tellement de distinguo. Là, il y a quelque chose, une grande nouveauté dans Le Guépard, c'est le bal justement.
le bal de la fin, où là, il y a une mélopée et ce côté trop présent de la musique est un élément intégrant du bal. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer la durée du bal si tu n'as pas la musique. Par contre, pour le reste, voilà, ça fait vraiment partie de la truc. Pour le reste, c'est la même mélopée qui tourne pendant 45 minutes. Et c'est assez génial. Ça, c'est saoulant. C'est génial et saoulant. Voilà. Au colonel, racontez-nous. Je pleurais, comtesse. C'est vrai, je pleurais comme un enfant. Oh, c'est bouleversant. Mais Garibaldi, comment était-il? Lui, il était beau et calme comme un dieu blessé. Magnifique, magnifique. Vous êtes un héros, un véritable héros. N'est-ce pas un homme extraordinaire, ma chérie? On note les films. De 1 à 10. De 1 à 10. Et il y a le point au-dessus, en fait, c'est l'intouchable. C'est celui, même s'il n'est pas parfait. Même si on connaît les défauts. Voilà, même si on connaît les défauts, c'est quand même pour nous un intouchable. Donc j'imagine que c'est le cas pour toi. Oh, j'aime bien les classifications. J'ai beaucoup de mal à dire que, parce que je sais pas si celui-là est intouchable ou si Dueliste de Ridley Scott c'est intouchable, tu vois. Je veux dire, c'est. Ça c'est pour toi, c'est-à-dire que les gens pourront le détruire devant toi. Pour toi, ça n'ébranlera jamais. Tu pourras... Ah bah non, c'est intouchable alors. C'est intouchable. Mais il y en a quand même quelques-uns. J'en ai une armoire pleine. Hein. Non, c'est pas un intouchable. Mais moi, voilà, je lui mets un 6-7, moi. Dans le sens où il y a des choses qui m'ont scotché. J'avais beaucoup d'appréhension quand même pour le voir, parce que j'avais déjà vu des bouts. Et je me disais quand même, en plus... Je vais être obligé de m'appuyer. Moi, j'avais vu des bouts de Mort à Venise. Moi, Mort à Venise m'a tué, moi. Moi, Mort à Venise m'a rendu fou. J'étais mort sur mon fauteuil. Hein. C'était très très long. Enfin, c'était à la fac et j'étais pas du tout dans l'ambiance. Et en plus, la thématique, moi, me rendait fou. Mais... c'est l'histoire d'un musicien qui va chercher son inspiration et qui trouve un petit enfant. Un petit puceau et qui fantasme. Non mais bon, en dehors... c'est pareil dans Mort à Venise, tu as toujours la thématique, bien sûr tu as la beauté, la jeunesse, qui sont des questions, des thèmes fondamentaux chez Visconti, le changement, la fin là, tu as l'épidémie qui ravage Venise, donc la notion de catastrophe, Visconti, il est crépusculaire tout le temps crépusculaire, donc bien sûr après tu peux avoir des préventions ou morales ou personnelles sur les choses, mais en fait c'est pas l'essentiel, c'est que toutes ces thématiques là, c'est des thématiques éternelles qui traitent, et quel que soit le monde tel qu'il change, tel qu'il devient, on sera toujours confronté à ces problèmes de la beauté. Qu'est-ce que la beauté quand tu l'as plus, qu'est-ce que effectivement la fin de quelque chose, qu'est-ce que c'est que la vieillesse, la confrontation, enfin toutes ces choses-là. C'est pour ça que bon, c'est une manière aussi de regarder, mais chez Visconti, toute son œuvre est fondée là-dessus, enfin grande partie. Donc ça vaut qu'au 6 pour toi. Il est dur, hein. Tu vas perdre de l'héritage. C'est fini. Non, mais entre 6 et 7. Non, parce 12. Que pour être franc, moi, à partir de 7, c'est un film que je reverrai volontiers. Je pense pas que je le reverrai comme ça, là, me dire, allez, demain, je me fais Le Guépard. Ah ouais, toi, tu as ce critère-là. À partir de 7, c'est un film que tu revois. Voilà, c'est ce qu'on a dit, hein. Il est sympathique. Sympatoche, et à partir de là, c'est des films qu'on reverrait volontiers. C'est pour ça que je suis en galère. C'est pour ça que je suis en galère aussi, du coup, pour noter sur ces critères-là, c'est qu'il y a des films qui, alors ils mériteraient un 9 à ce niveau-là, mais un 6... Mais tu les reverrais pas forcément. Il y a des films que tu leur donnerais bien 9, mais par contre, tu n'aurais pas envie de te les réappuyer. Moi, je leur payais tout. Non, je sais pas. Moi, celui-là, moi, je vous mettrais, voilà, quand même, parce et comme le 6, et à partir de là, il y a quand même quelque chose. Ce film, on peut pas le traiter de sombre merde ou d'échec ou d'un truc comme ça. On peut pas, si on a cette sensibilité-là, d'aimer les... J'ai pas dit que c'était une merde, attention, on me regarde pas comme ça. C'est trucs-là et tout, quoi. Et donc, ouais, je veux dire, moi, je mettrais du 7, quoi, ouais, parce que... T'as pris un point, là. Ton père, ça y est, en plus, ça y est. De 6 à 7, hein. Mais non, mais 6-7, ouais, 7, parce que c'est surtout l'image, quoi. Moi, l'image qui m'a bluffé, où je me disais, mais comment ce rythme effréné. Ouais. Et toi, Arnold? Moi, je 7. Alors, 7 pour toi, 7, c'est à partir des films qu'on verrait. Je pense que c'est de ces films. 4. Non. C'est de ces films où je pense qu'avec. En voyant
en regardant des films régulièrement, ces genres de films, quand tu le revois, t'évolues, tu le vois d'une façon différente, tu l'attaques d'une façon différente, tu vois d'autres choses. Et ouais, ces genres de films que je reverrai pas. C'était la première fois que je le voyais en entier, parce que c'est vrai que j'avais vu que des séquences, pareil, en école de cinéma. Voilà, c'est un film d'école. Séquences de palmage. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Mais là, du coup, ouais, je pense que c'est un truc en prenant de l'âge et tout, je pense qu'on peut revoir ce film, ouais. Ouais, je pense qu'une fois par an, ouais, c'est le genre de film à revoir. Non, si, c'est vrai. Comme la Grande Vadrouille. Moi, j'ai mis 4. T'as mis 4 ? Ouais, parce que je suis pas rentré dedans. Après, je vois toutes les qualités du truc. C'est subjectif, quoi. Tout à fait, c'est totalement subjectif. C'est pas un film que je conseillerais, je disais, franchement. Et puis, c'est pas un film que je reverrai. C'est un film que je suis content d'avoir vu, mais que j'ai vécu comme. J'ai subi. Que j'ai subi un peu. Oui, non, mais voilà, je suis pas rentré dedans. Eh bien, merci. Okay. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas assisté à Alain Delon qui d'habitude me gonfle un peu. Moi aussi. C'est vrai. J'ai trouvé très bien. C'est peut-être le seul film où il n'est pas totalement nul. Non, j'exagère. Je trouve qu'il y a 2 films où il est bon. C'est Dans le Guépard, parce que là, il est... Lily le trouve détestable dans ce film. Toujours ce côté un peu prétentieux, mais c'est justement le reconnaissement. Puis dans Le Samouraï, qui est pour moi le seul cas où Delon... En fait, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il soit beau, soit bel et tais-toi. Il faut qu'il ait un jeu d'acteur minimaliste, et auquel cas, il est parfait. Et puis dans Notre Histoire, il était pas mal quand même. Il était surprenant. Non, Astérix et Cléopâtre. Non, il joue le 3, il fait l'empereur, il fait César. Il fait César, il est naze. 6, j'ai pas vu. Donc voilà, bah écoutez... merci de nous avoir suivis. Jusqu'au bout. Et C'est ma petite phrase. Donc voilà, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions sur Le Guépard. Le Guépard, justement. Voilà. Si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu, testez le coup. Voilà, testez le coup. Ouais. Tentez le coup. Testez le coup. Donc merci beaucoup et à bientôt. Salut. Travel.